Ici, site historique de la traite négrière de Bimbia, où les vestiges encore visibles témoignent de la barbarie perpétrée par des hommes dits civilisés sur nos ancêtres africains. Voilà la souffrance des hommes jusque là. Et après, ils sont retrouvés sous les cannes des bateaux, enchaînés dans le nouveau monde. Nous faisons ce périple en guise de pèlerinage pour leur rendre hommage. Dire que ceux qui sont partis de l'autre côté sont sortis de nos entrailles. C'est une partie de nous-mêmes que nous ne les oublierons jamais. Ce n'est pas pour rien que le panafricanisme est né dans la Caraïbe, c'est parce que l'esprit de nos ancêtres a survécu là-bas. Donc je vais faire le reste du parcours sans chaussures. Les vestiges de Bimbia représentent les premiers témoignages archéologiques de la traite négrière au Cameroun. Pour en savoir davantage sur ce marché des esclaves, Sa Majesté Tayou II Marcel, chef du groupement Bango, nous situe sur le contexte historique de ce marché. Selon l'histoire du site, il y a deux sites. Il y a un site sur le marché. Il y a un site un peu caché, le site le plus important. Là où ont transité les esclaves, de là jusqu'à l'île de Gorée, en passant par Bibiane, vers Limbe, puis on les mettait dans les pirogues. On allait au Sénégal, embarquer dans les négriers pour aller en Amérique, quand on a découvert le continent américain. Lors des seigneurs de Gorée, à Gorée, à travers l'urbanisation, alors Gorée est une île, une vraie île au milieu de la mer, en face du port de Dakar, donc difficile d'accès à cette époque. Difficile d'accès parce qu'il y avait le verrou l'ébout, déjà, qui contrôlait bien l'accès, empêchait souvent le roi du Cayor d'accéder à la mer de ce côté-là. C'est pour ça qu'ils vendaient plutôt ses esclaves du côté de Saint-Louis. Les Lébous ont résisté à l'esclavage, à la traite négrière, etc. Ils ont très peu vendu, comme je l'expliquais ci avant. Et puis Saint-Louis, donc, qui est au nord, à 300 km au nord, où là, vous êtes sur l'autoroute des esclaves. Les esclaves étaient vendus par des grossistes en esclaves qui étaient dans le royaume du Foula, donc, et dans le Bamboup. Donc il fallait 15 jours, un mois de navigation pour aller remonter le fleuve jusqu'aux grossistes. Et puis tout le long, vous aviez les tribus Traza et Brakna qui vendaient aussi des esclaves. Donc sociologiquement, c'est pas tout à fait la même population. Néanmoins, on peut dire qu'il y a une certaine résistance des habitants de Saint-Louis, qui étaient issus en grande partie de captifs d'occasion rachetés par des maîtres nègres musulmans et par des signiards de Saint-Louis. Et paradoxalement, même si Saint-Louis a été le point de départ de beaucoup d'esclaves, c'était un endroit où beaucoup de fugitifs venaient se cacher sur l'île de Ndar, ce qui explique que les gouverneurs français et anglais voulaient régulièrement faire des recensements pour savoir qui était qui, et à chaque fois ça suscitait des émeutes. Ils ont dû y renoncer. Parce que l'idée, c'était bien sûr de faire le tri entre ceux qui étaient des captifs en fuite et ceux qui n'en étaient pas. Voilà, Gorée, quant à Gorée, ma foi, bon, vous avez entre 1150 et 3000 esclaves qui sont partis de Gorée en un siècle et demi. La moitié d'entre eux, c'était des prisonniers, des soldats du roi du Cayor, faits prisonniers par les Lébous quand ce dernier attaquait le Dakar, les environs de Dakar. Et puis le reste, bon, l'origine est incertaine, mais on trouve entre 1500 et environ 3000 en un siècle et demi. Donc ça n'a jamais évidemment été la porte de l'esclavage comme vous le savez maintenant souvent. C'est plutôt Saint-Louis, l'autoroute des esclaves, et la Gambie aussi, qui est une seconde autoroute des esclaves, si j'ose dire. Voilà Saint-Louis. Donc Saint-Louis, pendant tout le XVIIIe siècle, puisqu'on a quitté le XVIIe siècle, c'est fini, il n'y a plus de signiards sur la petite côte. Elles ont migré à Gorée et peut-être quelques-unes à Saint-Louis, c'est peu probable, mais surtout Gorée. C'est juste un fort avec des cases autour. Ce n'est pas un vrai village africain, puisqu'il n'y a pas de pâturage. Donc il faut faire venir l'alimentation du continent. Hein. Bon, c'est pas très loin, il suffit de traverser le fleuve. Voilà, donc Saint-Louis, vous avez la carte de Saint-Louis ici, dans le nord Sénégal. Pendant cette période, il y avait des guerres de tribus du Vidon. Et la tribu qui rapportait la guerre
avaient plus d'esclaves. Et ces esclaves sont vendus aux Blancs. Tu vois? Donc c'était des personnes de la communauté même qui vendaient. Oui, qui vendaient des esclaves blancs. C'était des chefs, c'était des chefs. Il y a certains de ces esclaves qui sont arrivés ici à Bimbia par leur propre volonté. Comment ils sont arrivés par leur propre volonté? Parce que ces blancs allaient faire croire aux chefs qu'ils avaient besoin des employés. Et lorsqu'ils amenaient donc les noirs ici, ils travaillaient mais ils ne trouvaient pas de quoi nourrir les femmes. Et ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. Et lorsqu'ils voulaient rentrer, donc, on les arrêtait, on disait qu'ils sont des récalcitrants. Donc, ils étaient donc enchaînés ici. Ces poteaux, 4 par poteau, pourquoi tu vois encore des francs. Ils étaient enchaînés comme ça. La chaîne au cou. Le parcours de cette route des esclaves, où ont péri des milliers d'Africains, pendant que d'autres étaient embarqués comme esclaves sous d'autres cieux. Bimbi sera notre guide. Bienvenue à Bimbia. Merci. Et moi d'abord c'est Bimbi. Parce que Bimbi avait juste dit les gens de Bimbi. Ça rime. Ils boivent l'eau. Mangeois et abreuvoirs. Et ils se mettent à l'aise. Puisque tu as les frères, ils ont les chaînes ici. Il y a les chaînes de ce côté. Il y a les chaînes ici, on les enchaînait là. Et ils ne mangeaient que comme ça là. Ou bien boire comme ça. Comme les porcs. Oui, comme les porcs. Les bœufs, les poulets. C'est une sorte de poulailler. Les chaînes. Ils mangeaient avec les chats. Oui, ils mangeaient là-bas. Nos grands-parents, les ancêtres, quand ils étaient informés qu'on amenait les esclaves comme ça dans un nouveau monde, on appelait Meleka. Vous savez, à ce moment-là, il n'y avait pas l'école. Dans le temps, c'était un commerce où les grands notables et les chefs étaient beaucoup impliqués. Quand vous commettez certaines fautes, au lieu de vous enterrer vivant et tout, comme il y avait déjà l'esclavagisme, on vous arrêtait, on vendait. Et les gens aussi, par vengeance, attrapaient aussi les princes et allaient vendre. Sur le site du marché discret, situé non loin de la chefferie supérieure Bangou, un site plein d'histoires, à savoir le marché des esclaves. Charles Nana, maire de la commune de Bangou. Dans la commune de Bangou, il y a un espace qu'on appelle Tapo. Montamon Ta, c'est un marché pour ces esclaves. Le marché des esclaves. C'est à cet endroit qu'on vendait les esclaves. Il y a un grand marché public des esclaves. Et puis il y a un autre petit marché à côté qui était un marché discret où on vendait les esclaves. En fait, le marché public des esclaves, c'est là où on vendait tous les esclaves que les gens ont attrapés. Ils venaient les vendre là-bas. Et ceux dont les enfants et les parents avaient été attrapés pour être vendus comme esclaves, pour se venger, prenaient aussi les enfants de ces dignitaires qui étaient des esclavagistes ou les enfants des chefs et allaient les vendre dans un marché plus discret parce qu'ils savaient que si on va dire à un chef ou à un dignitaire qu'on a vu ton fils en train d'être vendu au marché, il viendra le délivrer. C'est pour ça que ce marché est un marché discret. C'est sur ce marché discret que les gens du village allaient vendre les fils de certains dignitaires pour se venger d'avoir vendu aussi leurs enfants. C'est pour ça qu'il y a deux marchés sur la commune de Bangou par rapport à ce mal qu'on avait fait à ces enfants qu'on a vendus qui sont partis en pleurant. Sur les traces de leurs descendants à Bangou, on peut se réjouir qu'au niveau de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, un arrière-petit-fils est maire et porte fièrement le nom du groupement, à savoir Jacques Bangou. Charles Nana, maire de Bangou. Pour le moment, nous envisageons de faire un voyage à Pointe-à-Pitre pour rencontrer ce fils. Mais je voulais dire que la première chose que nous voulons faire, c'est que les dignitaires de Bangou ont estimé que ces enfants que nous avions vendus, nos petits-enfants qu'on avait vendus, qui étaient partis en pleurant, ils vont organiser une cérémonie d'expiation. Et même des gens qui sont venus de Guadeloupe. J'ai eu la chance que quelqu'un de Guadeloupe nous a raconté que à Guadeloupe, c'est un Bangou qui est le maire là-bas. Et ils sont descendants des esclaves. Et celui-là s'appelle même Bangou. Nous allons organiser un culte œcuménique. Puisque leurs descendants là-bas, ils appartiennent à des diverses religions. Et tout, et puis au cours desquels on va inviter les autorités saintes ambassadeurs concernés pour faire un culte œcuménique, demander pardon, demander la bénédiction à leur mémoire. Ils partaient pleurant, puisqu'avec les bains ligotés, personne ne voulait quitter sa famille. Or, nous nous disons à un moment que la malédiction qu'ils nous ont laissée en partant, parfois ça nous gêne, ça nous freine. Et pour cette raison, comme tout Bamileke croit à la fatalité, à la malédiction, c'est justement parce qu'il y a un lien entre la mémoire, l'histoire et le terroir.
L'histoire continue. Une tragédie longtemps effacée. Bimbia is a place where we will have the rememory of our memory of transatlantic slavery. Pour l'inscription de Bimbia dans l'agenda mémoriel international. Il s'est réellement passé quelque chose à Bimbia. Je voudrais remercier du fond du cœur, vraiment infiniment, le travail et l'engagement que fait le docteur Lisa pour remettre à la lumière ces événements. C'est quelque chose d'important, à la fois pour connaître notre histoire, et puis surtout pour dissiper le malentendu, un certain malentendu qui peut exister parfois par rapport au rôle qu'aurait pu jouer l'Afrique ou des Africains dans cette période triste et par rapport aux relations que nous, les Africains, venant d'Afrique, pouvons avoir avec nos frères de la diaspora, que nous les rencontrions en Afrique ou en Europe. Il y a parfois un malentendu entre nous et eux qui vient du fait que, pour de diverses raisons qui sont souvent infondées, ils ont été conduits à imputer la responsabilité de leurs conditions principalement aux Africains. Ce qui est une manière complètement erronée de lire l'histoire. Si ceci a été découvert récemment en décembre 2014, parce que normalement le site de Bimbia a été découvert en 2008, juin 2008. Voilà pourquoi il y a encore des vestiges qu'on n'a pas encore retrouvés. Parce que le site est tellement grand, 47 hectares, pas tout près. Tu vois, donc il y a encore beaucoup à faire. On travaille encore pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Parce que le site de Bimbia, il y avait 4 pays qui vivaient ici. Il y avait des Portugais, des Allemands, des Anglais et des Belges. À Bimbia, un village de la commune de Limbé qui fut autrefois la plaque tournante de la traite d'esclaves au Cameroun. Bienvenue en Bimbia. Pour la toute première fois, cette mémoire collective et encore douloureuse qu'est la traite négrière se raconte par les historiens, les artistes. Qui doivent conduire à quoi? À une reconnaissance internationale, j'allais dire une reconnaissance mondiale du site. Ici c'est une raffinerie, parce qu'il raffinait l'huile de palme. Parce que normalement, à l'intérieur du site, il y avait une grande plantation. Il y avait une autre plantation de bananes plantains. Voilà pourquoi peut-être on trouve des bambous de Chine. Ces périodes, ils utilisaient dans ces bambous à soutenir les plantains pour qu'ils ne puissent pas tomber. Donc ces briques, normalement, peut-être regarde un peu si on trouve des marques GFK. On trouve d'autres marques comme Ramsey. Donc, tous ceux-là sont les fabricants de briques. Pourquoi ils fabriquaient des briques? Parce que si tu as besoin d'esclaves, il fallait construire là où seront gardés ces esclaves. Il fallait donc avoir des moments des gens bien costauds. Donc si tu es costaud, on t'amène. Et si tu es petit de corps comme moi, il faut que tu sois intelligent pour que tu t'amènes. Donc il y avait des esclaves. Oui. Donc ces esclaves, ils n'étaient pas libres. Certains travaillaient dans les plantations et les autres dans l'usine de raffinage. Et aussi ce bâtiment aussi c'était en étage. Ces esclaves étaient, ils dormaient aussi, il y avait un dortoir en haut. Oui. Et aussi ici vous allez trouver des briques. Oui. GFK, Ramsey, Mana, il y en a plusieurs. Mais ce qu'on trouve plus ici c'est GFK. Lorsque les bateaux venaient ici, les bateaux venaient normalement à vide.
Il fallait donc mettre ces briques dans les bateaux pour que les bateaux puissent avoir l'équilibre. Oui, et ils utilisaient aussi ces briques aussi à construire les comptoirs. Regardez un peu ce bâtiment, vous trouvez les briques là-bas. Oui. Voilà. Et la majorité de ces briques normalement viennent de la Grande-Bretagne. Oui, oui. Et il fallait mettre donc, même peut-être ton nom, pour que tu puisses être en plus te reconnaître à travers ta brique. Voilà pourquoi. Les preuves tangibles de ces exactions et crimes commis par les Occidentaux sur nos ancêtres africains, encore palpables, malgré le temps écoulé. Ici, quelques tuyauteries et canalisations de la dite usine de raffinage d'huile de palme. Et là, cette page des plus amères de l'histoire africaine se dessine de plus en plus avec précision. La délégation de la hip-hop avance timidement, cette fois-ci, à la rencontre de la première porte de non-retour, où la marchandise, entre guillemets, présélectionnée, était acheminée vers des petites embarcations avant de rejoindre l'île Nicole, où les attendaient les grands bateaux, en direction de l'Occident. J'ai honte, hein. Vraiment, franchement, c'est pour cela que, honnêtement, aucun étudiant d'histoire au Cameroun n'est venu ici pour étudier ce passé, ce système, les répercussions de cela, de ce qui s'est passé ici. Donc le message est lancé. L'amicale des enseignants originaires de la région de l'Ouest, visiblement beaucoup de consternation au sein de cette délégation. Donc cet endroit, ça s'est un peu désagrégé, détérioré à cause de deux choses principalement. Parce que nous sommes dans le coin de une zone volcanique, avec les vibrations sismiques. Ça a un peu déboulonné ou brisé certaines pierres. Mais aussi à cause aussi des racines des arbres qui ont poussé un peu partout et qui ont fait tomber majoritairement la structure. Donc elle était là pour surplomber un tout petit peu la baie, pour avoir une vision sur les navires qui venaient. Et ils pouvaient facilement faire leur business. Mais en tout cas, cet établissement était en étage et c'était l'administration véritablement qui contrôlait le site. Et lorsqu'on les mettait les chaînes au cou, donc il y a donc un évêque, Barthélemy de la Sanza. C'est lui qui propose au pape qu'il faut qu'on laisse les Indiens libres parce qu'ils sont des êtres humains. Mais ce qu'il les donne en échange, c'était l'Afrique. Parce que les Africains ne sont pas des êtres humains. Oui, c'est l'évêque qui propose au pape. On pouvait venir chez papa, on kidnappe sa famille, sa femme, ses enfants, sa belle famille, sa maman, on les met dans un bateau. On lui demande d'amener 1000 personnes pour faire le plein de ce bateau, il aurait sa famille. Mais tu sais comment on le fait après? Il fait le plein de ce bateau et lui-même, on l'amène à bord. Donc on lui demande, va chercher ta famille. Lorsqu'il entre, le bateau l'amène. Ça veut dire qu'il nous fait comprendre qu'il n'y avait pas d'entente entre les Africains et les Européens. Et là, lorsqu'ils arrivent donc, ils trouvent l'Afrique est bien organisée. Tu vois, ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre de Toulouse. Et voilà pourquoi le Cameroun a été le pays le plus touché pendant la paix. Nous allons corriger la falsification. On parle de historique slave trade market, c'est-à-dire marché historique des esclaves. Donc, puisque nous sommes censés vendre, donc si nous avons vendu, ces édifices devaient être construits par nous. Les locodères venaient avec leurs bateaux et ils achetaient. Et ces structures et les pierres aussi qui sont là démontrent aussi qu'en fait que ce lieu, c'était aussi un lieu où ils étaient utilisés pour fabriquer à la fois ces pierres, mais aussi tout ce qui pouvait servir à maintenir la barbarie ici, le système ici. Donc ils attachaient tout au long et ils mangeaient pieds et mains liés, aussi bien les hommes que les femmes ou aussi probablement les enfants. Combien d'ennemis on a? Tu vois? Voilà pourquoi on a été les plus touchés. Et certains de ces esclaves aussi ont été trompés. Ils sont venus ici par leur propre volonté. Parce qu'on les a fait comprendre qu'il y avait du travail. Et lorsqu'ils arrivaient ici, ils voyaient des plantations. Mais alors que derrière les plantations, il y avait un autre grand marché. Ces chefs se faisaient capturer. Et vous savez pourquoi? Si tu es mon ami, je prends les gens chez toi et je dis ils vont bien, ils se portent bien. Et que tu arrives, tu découvres que ce que je te disais, c'était faux. Si tu te laisses libre, que tu rentres, tu vois que demain, si il vient, tu vas encore me donner la marchandise. Jamais. Donc il faut capturer le chef. Et maintenant, aller dire à la population du village que le chef a demandé qu'il soit remplacé, il se porte bien. On l'a amené en Europe pour qu'il puisse être éduqué. Tu vois? C'est ici, sur la côte camerounaise, que leurs ancêtres furent enchaînés, vendus puis envoyés vers le Nouveau Monde.
Selon de récentes études américaines, ils sont plus de 8000 Afro-Américains à avoir identifié leur origine camerounaise grâce à des analyses ADN. De quoi faire revivre la mémoire oubliée du port négrier de Bimbia. On les faisait sortir pas comme ça. Et lorsque la marine était haute, elle arrivait jusqu'à ce niveau en haut là. Wow. Donc ils utilisaient des petits pirogues pour les embarquer jusqu'à l'île. Ah d'accord. Oui, oui. Parce que normalement le bateau accostait à l'île. Il disait que cette île qu'on a en face a été dénommée l'île Nicole. En hommage à un capitaine allemand qui a une récompense pour, disons, bon client. Quand tu dis en hommage, c'est pour un hommage. N'empêche que cet hommage qui était rendu à ce client qui venait régulièrement, nous-mêmes, on lui rend hommage toujours, puisqu'on continue à donner le nom en hommage à. C'est le même hommage qui continue. Hein. On rappelle que c'est en hommage de lui. En gardant le même nom, c'est que nous aussi on rend hommage. Absolument. Donc on peut dire qu'il a été consacré, le nom qu'on a donné. Oui, c'est ce qu'il a dit. On l'a donné. Non, j'ai pas dit que c'est pas nos ancêtres qui ont donné ce nom. Tu as dit que ça a été donné en hommage. Non, mais ça a été donné en hommage comme bon client. Mais tu n'as pas dit qui a donné. Donc il venait souvent, donc en hommage, en récompense de sa fréquence, du bon client qu'il représentait. Donc on lui a donné le nom de l'île, on lui a nommé. En fait, on lui a donné le nom. On l'a baptisé l'île en son nom. Et cette île était l'endroit où étaient parqués les plus récalcitrants, résistants, nos ancêtres, pour leur mettre un peu la pression en leur disant que bon, vous avez deux options. Soit vous restez calme, vous obéissez, soit on vous balance dans la mer. Donc les plus récalcitrants des résistants étaient déportés sur l'autre île. Et ceci aussi c'était l'île où venaient jeter l'ancre les navires qui arrivaient pour amener avec eux nos ancêtres. Et de l'autre côté, on a un canon qui était pointé directement sur l'île pour raison toute simple. En fait, si jamais il y a d'autres navires logodermes qui avaient deux intentions ou s'il y avait une rébellion, bon, c'était beaucoup plus facile de contrôler ce qui se passait sur l'autre île. Donc il y a un canon qui pointe directement sur l'autre île. Donc l'île Nicole, qui a été baptisée du nom d'un capitaine allemand qui venait souvent prendre nos ancêtres pour les amener dans l'autre bout du monde. Et pour ceriser sur le gâteau, ce canon a fut abandonné sur ces berges par les Occidentaux. Les escales les plus récalcitrants, donc, on les laissait aller, on les gardait parce que ceux qui coupaient des chaînes, et lorsqu'on tire rattrapé, on t'amène à l'île parce que quand à l'île, ils ne savaient pas nager et ils ne peuvent pas donc s'enfuir. Donc ils attendent jusqu'au jour où le bateau doit accoster. Donc, regardez, il y avait une rivière là. Il y a une rivière là. À cette époque, la rivière était vraiment haute. Et il y a une rivière. Oui. Et normalement, lorsque le bateau accostait à l'île. Et ils utilisaient dans des petits pirogues. Parce que lorsque la marine est haute, elle arrivait à cette époque, elle arrivait là, devant. Ils utilisaient dans les petits pirogues pour les transporter, ces esclaves d'ici, pour le bateau à l'île. Oui, il y a une île là en face, l'île Nicole. Oui. Donc voilà pourquoi ça s'appelle la porte du non-retour. Et si c'était n'accepté pas aller sur les pirogues, ils préféraient mourir. Donc, oui, sauter là sur les rochers, ils mourraient.